78% des personnes ayant quitté une relation narcissique décrivent la même chose. Une pensée qui revient, des mois après, parfois des années. Est-ce qu'il pense encore à moi? Et la réponse, elle va te déranger. Le pervers narcissique, il ne t'oubliera jamais. Pas parce qu'il t'aime, pas parce qu'il regrette, mais parce que tu représentes quelque chose qu'il ne peut pas laisser partir. Et ça, c'est un problème bien plus profond que tu ne l'imagines. Tu t'es peut-être dit, avec le temps, il va passer à autre chose. Et t'as attendu, tu as refait ta vie, ou tu as essayé. Et puis un jour, un message, un regard dans la rue, un like sur une vieille photo, et tu te retrouves là, à te demander ce que ça signifie, à chercher une intention derrière chaque silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est exactement ce pourquoi tu as été conditionné. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de guérison au sens large. Nous allons disséquer quelque chose de précis, de mécanique. C'est ce qui se passe dans la tête d'un narcissique après la séparation et pourquoi ça te concerne encore, même si toi, tu as tourné la page. La mémoire du narcissique. Pourquoi tu n'es pas juste un ex ou une ex? Le narcissique, il ne stocke pas les souvenirs comme toi ou moi. Il ne t'a pas aimé, il t'a utilisé. Et ça change tout dans la façon dont tu vis dans sa mémoire. Voici quelque chose que peu de gens savent en psychologie clinique. On parle de constance de l'objet, la capacité à maintenir une image stable et nuancée d'une personne, même en son absence, même après un conflit. Les enfants l'acquièrent normalement vers l'âge de 3 ans. Le narcissique, lui, ne le développe jamais vraiment. Ce n'est pas une métaphore, mais c'est une réalité structurelle de son fonctionnement interne, documentée notamment par les travaux d'Otto Kernberg sur les troubles de la personnalité. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie que tu n'existes pas dans sa mémoire comme une personne entière. Tu existes comme une fonction. Tu étais la source de validation, d'admiration, de contrôle, ce que la psychiatrie appelle le supply narcissique. Et quand une source disparaît, le narcissique, il ne fait pas son deuil, il archive. Nous avons tous un jour rangé quelque chose dans un tiroir en se disant « ça pourra peut-être encore servir ». Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait avec toi. Ce que le docteur Ramani décrit avec précision, c'est que la rupture pour le narcissique, elle n'est pas une fin, c'est une suspension. Il ne referme pas le chapitre, mais il va la mettre en pause. Parce que dans son monde, les gens ne partent pas vraiment. Ils s'éloignent temporairement en attendant de revenir dans son orbite. Et nous, de notre côté, nous avons pleuré, reconstruit, avancé, parfois au prix d'un immense effort. Nous avons cru que la distance, elle ferait le travail, que le silence serait interprété comme un message clair. Mais pour lui, ton silence, ce n'est pas une réponse, c'est juste une pause dans la conversation. Ce qui est glaçant, c'est que cette mémoire, elle n'est pas affective, elle est stratégique. Il se souvient de ce qui faisait effet sur toi, de tes points de vulnérabilité, de la phrase exacte qui te désarme. Pas parce qu'il te chérit, mais parce que ces informations, elles ont de la valeur, comme un commercial qui connaît les objectifs de son client par cœur. Carl Jung, il parlait du soi comme un centre psychique en perpétuelle recherche d'intégration. Le narcissique, lui, il est coincé dans une identité de façade, ce qu'il appelait la persona, sans accès réel à ce qui se trouve en dessous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand cette façade, elle vacille, quand quelqu'un la traverse ou la quitte, l'inconscient va réagir, mais violemment, pas par amour, mais par menace existentielle. Tu n'es pas un ex dans sa tête. Tu es une preuve de ce qu'il a été, de ce qu'il a perdu, de ce qu'il veut récupérer. Non pas toi en tant que personne, mais pour ce que tu représentais pour lui. Et c'est précisément là que réside le danger. Parce que tant que tu restes dans cette case, il n'a aucune raison de te laisser partir vraiment, même à des années de distance. Maintenant, il y a le retour de fantôme. C'est ce qu'on appelle le hovering et la résurgence programmée.
Il revient toujours, pas forcément comme tu l'imagines, pas nécessairement avec un grand discours, des excuses, une déclaration. Parfois, c'est un message à 23h47. Parfois, c'est un like sur une photo vieille de 3 ans. Parfois, c'est juste son prénom qui apparaît dans ta liste. Personne que vous connaissez peut-être, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, tu le sens, ça n'est pas un hasard. Et la raison, ça n'en est jamais un hasard. Il existe un terme clinique pour désigner ce phénomène. C'est le hoovering. C'est comme l'aspirateur Hoover, littéralement, ça aspire. Il cherche à te réaspirer dans son monde. Ça n'a rien de romantique, c'est mécanique. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi ça arrive précisément et pourquoi ça arrive toujours à des moments très spécifiques, comme le moment où tu commences à aller mieux. Le narcissique, il revient quand sa supply actuelle vacille. Quand la nouvelle relation, elle ne le nourrit plus suffisamment. Elle ne va plus nourrir son ego. Quand il traverse une période d'instabilité, professionnelle, sociale, émotionnelle, il ouvre mentalement ses tiroirs et toi, tu es dans ces tiroirs, disponible, archivé et potentiellement utilisable. Ce que nous ne mesurons pas toujours, c'est le calcul qui va précéder ce retour. Qu'est-ce qui va se passer après? Il t'observe, souvent de loin, avant d'agir. Même si tu as refait ta vie, eh bien, il va vérifier ça. Si tu sembles heureux, si tu pourras être réceptif. Il choisit le bon moment avec une précision qui, rétrospectivement, ça donne le vertige. Le docteur Ramani le formule ainsi. Le narcissique ne revient pas parce qu'il a changé, il revient parce que les conditions lui sont à nouveau favorables. Et puis, ensuite, il y a une autre technique, beaucoup plus subtile, beaucoup plus perverse encore. C'est pas de grand retour, pas de déclaration, juste des miettes. Vraiment un tout petit peu. Vous avez déjà eu l'habitude d'avoir que des miettes en amour avec lui. Là, ça va être encore plus. Un message vague, sans vraiment demander de réponse. Tiens, salut, je pensais à toi. Une histoire Instagram regardée systématiquement en boucle. Un commentaire anodin sur quelque chose que tu as posté. Même juste un pouce. D'ailleurs, vous pouvez laisser un like sur cette vidéo et vous abonner. Rien de suffisamment concret pour que tu puisses réagir. C'est juste assez pour te maintenir en alerte et à penser à lui ou à elle. Les stoïciens, ils auraient dit que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Marc Aurèle, dans ses pensées, il revenait sans cesse sur cette idée. Nous souffrons davantage de ce que nous imaginons que de ce qui est réel. Et ici, cette technique, le breadcrumbing, justement, ça joue entièrement sur ce terrain-là. Il ne donne rien de réel, mais il alimente une imagination déjà épuisée par des mois de confusion. Ce qui se passe en nous à ce moment-là, il est documenté neurologiquement. Le trauma bonding, c'est le lien traumatique créé par l'alternance du chaud, l'alternance du froid, de récompense, de punition. Ça active les mêmes circuits cérébraux que la dépendance chimique. La dépendance à la drogue, par exemple. Une miette de contact par sa part, eh bien, le cerveau libère de la dopamine. Pas parce que c'est bon pour nous, mais parce qu'il a été conditionné à associer cette personne à une forme de soulagement. Eckhart Tolle, il parlerait ici du corps de douleur. C'est l'entité physique, nourrie par la souffrance répétée, qui finit par chercher activement ce qui lui fait du mal. Pas parce que la douleur, elle est connue, parce que la douleur connue est plus supportable que le vide inconnu. Et nous, sans en être conscients, nous ouvrons parfois la porte nous-mêmes. Nous regardons son profil, nous interprétons son silence et nous attendons. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être la chose la plus importante de cette partie, c'est que ces retours ne sont jamais motivés par ce que nous espérons qu'elles signifient. Ils ne signifient pas
qu'il a réalisé. Pas qu'il a changé, il signifie simplement qu'il a besoin, à cet instant précis, de vérifier que tu es encore là. Il a besoin de vérifier que tu comptes encore à ses yeux. Et si tu réponds, même pour dire non, tu lui confirmes exactement ce qu'il voulait savoir. Maintenant, ce que son souvenir dit de toi et de lui, et non de ta valeur. Voici ce que quelque chose ne t'a jamais dit clairement. C'est la façon dont un narcissique te perçoit après la séparation. Ça n'a strictement rien à voir avec qui tu es. Et elle dit tout, en revanche, sur ce que lui, il est, et sur la blessure qu'il porte depuis bien longtemps, bien avant que tu rentres dans sa vie. Dans l'esprit narcissique, il existe deux catégories de personnes. Celles qui admirent et celles qui menacent. Il n'y a pas de nuance, pas de zone grise. C'est ce que les cliniciens appellent la pensée en noir et blanc, ou le clivage. Un mécanisme de défense primitive où l'autre est soit idéalisé, soit dévalué, sans jamais être perçu dans sa complexité réelle. Et toi, depuis la rupture, eh bien, tu as basculé dans la seconde catégorie. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as osé partir, ou simplement exister en dehors de son contrôle. Ce renversement, il est brutal, et nous l'avons tous vécu d'une manière ou d'une autre. Cette personne qui ne te regardait comme si tu étais extraordinaire, et qui du jour au lendemain, ingrat, dangereux, méfiant, pas fréquentable. Ce n'est pas de la cruauté calculée. Enfin, pas entièrement. Il doit te dévaluer pour se protéger de ce que ton départ implique pour lui. Parce que voilà ce que le départ d'une source narcissique déclenche en profondeur. C'est une honte insupportable. C'est pas de la tristesse, c'est de la honte. C'est d'avoir été quitté, traversé, vu. Carl Jung écrivait que là où nous résistons le plus, où la réaction est la plus disproportionnée, c'est précisément là que l'inconscient cache quelque chose d'essentiel. La rage narcissique post-rupture. Cette intensité, elle est parfois terrifiante. Ce n'est pas de l'amour blessé, ce n'est pas l'ego exposé à l'air libre. Je pense qu'il est important ici de nommer quelque chose que nous avons tendance à éviter. C'est beaucoup d'entre nous ont passé des mois, voire des années à se demander ce qu'ils avaient fait de mal, à rejouer les scènes encore et encore, à chercher le moment où tout avait basculé. Et cette recherche, elle-même, cette obsession à comprendre, eh bien, c'est l'une des séquelles les plus durables de la relation narcissique. Parce qu'on nous a implicitement enseigné que si quelque chose ne va pas, eh bien, c'est notre responsabilité de le réparer. Ce n'est pas de l'introspection, c'est de la culpabilité induite. Le souvenir qu'il a de toi, il est fragmenté, instrumental. Il est réécrit selon ses besoins du moment. Quand il a besoin de se victimiser, eh bien tu deviens le monstre de l'histoire. Quand il veut te récupérer, tu redeviens soudainement la personne la plus irremplaçable. Cette oscillation, elle n'est pas de l'ambivalence, c'est de la manipulation narrative, consciente ou non. Et nous, de notre côté, eh bien, nous cherchons la cohérence dans quelque chose qui n'en a pas par nature. Le docteur Ramani, elle insiste sur un point que je trouve fondamental. Vous ne pouvez pas obtenir de clôture de quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu. Et c'est peut-être la phrase la plus libératrice et la plus douloureuse de tout ce processus. Parce qu'elle implique que la clôture, nous devons la donner nous-mêmes. Elle ne viendra jamais de lui. On aura toujours des peut-être, une phase de doute. Elle ne peut pas venir de lui. Ce qu'il pense de toi aujourd'hui, c'est une projection. Un écran sur lequel il va projeter ses propres fractures. Et continuer à chercher sa validation, même bien après, même juste pour qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, ça continue de lui accorder un pouvoir qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et surtout, il ne dira jamais ses fautes, il ne va jamais les reconnaître.
Tu n'es pas le personnage qu'il a construit, tu n'as jamais été ce personnage. Maintenant, il y a le piège de l'ambivalence entre le relief et la nostalgie toxique. Le jour où tu es parti, ou le jour où il t'a quitté, il y a eu quelque part un soulagement. Peut-être fugace, peut-être écrasé immédiatement par la douleur, mais il était là. Ce soulagement, c'était ton système nerveux qui respirait enfin. Et puis, quelques semaines plus tard, parfois quelques jours, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Tu as commencé à lui manquer. Pas à lui, mais à l'idée de lui, à la version de lui que tu avais aimé au début. Et c'est là que le piège se referme. Ce phénomène, il a un nom bien précis. C'est la nostalgie traumatique. Ce n'est pas de l'amour résiduel, même si ça y ressemble à s'y méprendre. C'est le cerveau qui cherche à résoudre une boucle ouverte, une relation qui n'a jamais eu véritablement de fin cohérente, jamais d'explication satisfaisante, jamais de clôture émotionnelle réelle, toujours un doute. Et en l'absence de résolution, il rejoue encore et encore. C'est comme un fichier corrompu que le système essaye désespérément de lire. Nous avons tous fait ça, relu d'anciennes conversations, en cherchant le moment exact où tout a basculé. Regardé des vieilles photos en essayant de distinguer ce qui était vrai et ce qui était de la performance. Idéaliser les bons moments, et il y en avait, c'est important de le reconnaître qu'il y en avait quand même, mais en minimisant presque automatiquement tout ce qui était fait de mal. Quand vous faites le ratio entre le bon côté et le mauvais, ça doit piquer un petit peu quand même. La neurologie, elle a une explication à ça. C'est que les relations à haute intensité émotionnelle, l'alternance passion-conflit, fusion-abandon, ça crée des empreintes neurologiques profondes. C'est plus l'expérience elle est intense, et plus elle est mémorisée. Vous savez, c'est un peu le traumatisme. Un traumatisme, ça marque, c'est intense. C'est évolutif. Le cerveau retient ce qui a provoqué une forte réaction émotionnelle. Soit parce qu'elle est positive, mais aussi, et majoritairement ici, parce qu'elle est négative. La relation avec un pervers narcissique, par sa nature, elle génère exactement ce type d'intensité. Et ce que nous prenions pour de la profondeur, pour une connexion unique, en réalité, c'était de la dysrégulation émotionnelle chronique. Eckhart Tolle, lui, il dirait que cette nostalgie n'est pas un sentiment présent. C'est le mental qui vit dans le passé, qui reconstruit une réalité plus supportable que ce qu'elle était. Et il aurait raison. Parce que ce dont nous avons, la nostalgie, n'a pour la plupart jamais vraiment existé tel que nous remembrons. Nous avons la nostalgie du potentiel, de ce qu'il aurait pu être, de ce que la relation aurait pu devenir si seulement il avait changé, si seulement les circonstances avaient été différentes. Ceci seulement est l'une des pensées les plus épuisantes qui soient, et l'une des plus tenaces. Ce que je trouve particulièrement cruel dans la mécanique narcissique, c'est cette ambivalence, ce mélange de relief et de manque. Ça a souvent été programmé, le cycle idéalisation, d'évaluation, abandon. Ça crée intentionnellement, ou du moins structurellement, une dépendance affective. Le chaud et le froid alternés, les moments de grâce suivis des moments de silence inexpliqués. Cette imprévisibilité, elle n'était pas un défaut de la relation, c'en était le moteur même. Et notre cerveau, conditionné à anticiper le prochain moment de chaleur, ça continue de tourner en rond, même après que la source a disparu. Les stoïciens, ici, faisaient la distinction que je trouve utile entre ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas. Épictète le formulait simplement. Ce n'est pas ce qui trouble les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ce qui arrive. Cette ambivalence que nous ressentons, nous ne pouvons pas faire disparaître par volonté, mais nous pouvons choisir de ne plus lui accorder le statut de vérité, de reconnaître qu'elle est là et qu'elle est réelle comme sensation, sans pour autant laisser dicter nos décisions. Parce que l'ambivalence laissée sans examen, ça devient une porte
ça devient une porte. Et lui, il sait exactement comment enfoncer la porte. Maintenant, se libérer de quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu. Se reconstruire après une relation narcissique, ce n'est pas aller mieux. Ce n'est pas non plus tourner la page. Cette expression que tout le monde utilise et qui ne signifie strictement rien. Parce qu'elle suggère qu'il suffit de décider. La reconstruction, c'est quelque chose de bien plus radical, bien plus difficile souvent. C'est de retrouver qui tu étais avant d'avoir appris à te voir à travers ses yeux. Et ça, c'est un travail que personne ne peut faire à ta place. Ce que nous sous-estimons systématiquement, eh bien, c'est l'ampleur de ce que la relation narcissique a modifié en nous. C'est pas seulement la confiance en l'autre, mais c'est la confiance en soi. Et ça commence d'abord par notre confiance en nous et notre propre perception, en notre propre jugement. Parce que pendant des mois, parfois des années, nous avons été soumis à un processus que les cliniciens appellent le gaslighting. C'est une remise en question systématique de notre réalité, de nos émotions, de nos souvenirs. Et à force, nous avons intégré ce doute en nous-mêmes. Nous sommes devenus nos propres censeurs. Le premier acte de reconstruction, eh bien, ce n'est pas de pardonner, ni d'oublier, ni même de lâcher prise. Autre expression, lâcher prise, qu'on nous sert à toutes les sauces. Ici, c'est de réapprendre à faire confiance, à se faire confiance, à valider nos propres perceptions sans chercher une confirmation extérieure, à accepter ce que tu as vécu, que ce que tu as vécu, c'était réel, même si tu l'as nié, même si son entourage ne l'a pas vu, même si toi-même tu en as douté. Carl Jung parlait du processus de l'individualisation. C'est le long chemin vers soi-même, vers une identité intégrée qui ne dépend plus du regard de l'autre pour exister. Eh bien, c'est précisément ce dont nous avons besoin après une relation narcissique. C'est non pas redevenir qui nous étions avant, parce que cet avant, eh bien, il était peut-être vulnérable, déjà en recherche de validation externe, mais redevenir quelqu'un d'entier, quelqu'un qui connaît ses propres contours, ses propres valeurs, ses propres jugements. Ce processus, il prend du temps, et parfois plus que ce que l'on voudrait. Il n'est pas linéaire non plus. On va avoir des hauts, on va avoir des bas. Les jours où tu te sens solide, seront suivis des jours où tu sens quelque chose de minuscule. Une chanson, une odeur, une rue, tout ça va ramener à la surface et il y aura une rechute. Mais ce n'est pas une rechute totale. C'est juste de la consolidation avant de remonter. Le cerveau, il traite les expériences traumatiques. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le cerveau traite les expériences traumatiques de manière fragmentée et non chronologique. Et chaque fois qu'un fragment remonte, c'est une occasion d'intégration, pas une occasion d'effondrement. Il y a quelque chose que nous faisons presque tous dans les mois qui suivent la séparation et dont nous ne parlons pas assez. Nous cherchons à comprendre pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi cette relation? Qu'est-ce que cela dit de nous? Et cette question, si elle est posée avec honnêteté, sans s'autoflageller, eh bien c'est une bonne question. Parce que les relations narcissiques ne tombent pas du ciel. Elles s'installent là où il y a déjà quelque chose. Une blessure d'attachement, un besoin de validation non complet, une tendance à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Et c'est peut-être là-dessus. Vous avez fait toujours passer dans votre vie les autres avant vous. Reconnaître ça, ce n'est pas se blâmer, c'est reconnaître. D'ailleurs, si vous êtes reconnu dans l'une de ces descriptions, abonnez-vous. Eckhart Tolle écrit que la souffrance que nous traversons, elle contient toujours en elle une invitation à une présence profonde à soi. Ce n'est pas une consolation facile, c'est une observation sur la nature de la transformation. Les périodes les plus difficiles sont souvent les périodes qui modifient le plus profondément ce que nous sommes, qui nous sommes. Non pas parce que cette douleur elle est nécessaire, mais parce qu'elle oblige à une attention que le confort ne demande jamais. Se libérer de quelqu'un, ça n'a jamais été vraiment
facile, ça n'a jamais été vraiment vu. Et c'est finalement apprendre à te voir toi-même, à te reconnaître, avec lucidité, avec la bienveillance que tu as toujours eue, avec sans filtre déformant de son regard. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être réparé, tu avais besoin d'être reconnu. Et cette reconnaissance aujourd'hui, eh bien, tu peux la donner. Pas parfaitement, pas tous les jours, mais de plus en plus. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui résonne pour toi le plus dans ce que nous avons exploré aujourd'hui? Est-ce que tu te reconnais dans certains mécanismes que tu as vécus? Dis-le-moi en commentaire, et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, eh bien partage-la. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin, dans ton entourage ou sur des réseaux sociaux. Ça aidera quelqu'un. Je vous remercie et à très bientôt.